Des coups de feu claquent et l'urgence avale la nuit. Alors que la menace est encore dite active, des habitants sortent, se regroupent, parlent, filment et transforment la peur en présence sans attendre ni consigne ni apaisement officiel, comme si l'espace public devenait d'un coup un test de confiance en direct. Quand cette réaction s'impose, que dit-elle de la légitimité projetée sur Ibrahim Traoré et de ce que chacun accepte de risquer? Une seule nuit déplace le centre. Ce récit propose d'aller au-delà de l'émotion brute pour comprendre ce que cette nuit révèle réellement. Il ne s'agit pas seulement d'un épisode sécuritaire, mais d'un moment où la relation entre pouvoir, rue et légitimité s'expose sans filtre, en temps réel, sous la pression du danger. L'enjeu pour le spectateur est clair, saisir comment une mobilisation spontanée peut à la fois renforcer un dirigeant et redéfinir les attentes placées sur lui. Cette séquence met en lumière un déplacement rarement observable. La rue ne réagit pas après coup, elle intervient pendant que l'issue reste incertaine. Ce détail change la lecture politique de l'événement, car il transforme des civils ordinaires en acteurs immédiats du rapport de force. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une autorité lointaine que comme un point de convergence symbolique, chargé d'attentes accumulées autour de la sécurité, de la souveraineté et de la rupture avec un ordre jugé inefficace. Comprendre ce moment permet donc de répondre à une question centrale. Ce soutien visible protège-t-il durablement le pouvoir ou crée-t-il surtout une dette politique dont les effets se feront sentir ensuite? En l'espace de quelques dizaines de minutes, des centaines de personnes convergent vers des points névralgiques de Ouagadougou alors que des tirs sont encore signalés. Cette mobilisation ne suit pas l'événement. Elle se produit pendant que la menace est perçue comme active, ce qui en change immédiatement la portée politique. Pour comprendre pourquoi cette réaction a surpris, il faut replacer la scène dans un contexte plus large. Le Burkina Faso traverse depuis plusieurs années une succession de crises sécuritaires, de transitions politiques rapides et de ruptures avec des partenaires extérieurs. Dans ce paysage instable, la population a souvent été cantonnée à un rôle d'observatrice, recevant des décisions prises loin de sa réalité quotidienne. La nuit décrite rompt avec cette habitude. Sans consigne formelle, des réseaux communautaires, des groupes de quartier et des soutiens visibles du régime militaire occupent l'espace public, portés par une lecture partagée du danger. Ce détail est décisif. L'initiative vient de la base et non d'un mot d'ordre officiel. Les vidéos d'amateurs diffusées presque instantanément montrent des foules organisées, des slogans clairs et une absence notable de panique généralisée. Le contraste entre le risque objectif et la réaction collective alimente un récit puissant, celui d'une population qui refuse d'attendre des explications a posteriori. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un chef militaire, mais comme un point de cristallisation pour des attentes accumulées autour de la souveraineté, de la sécurité et du rejet d'un ordre perçu comme inefficace. Une dynamique sans ambiguïté apparaît ici. Une mobilisation spontanée peut protéger le pouvoir, mais elle engage aussi ceux qui y participent. Sortir sous les tirs devient un acte normalisé, révélant une élévation du seuil de risque accepté par les citoyens eux-mêmes. La scène ne dit donc pas seulement ce qui s'est passé cette nuit-là, elle annonce un changement de posture collective. La question n'est plus de savoir si la rue soutient, mais comment cette intervention en temps réel va peser sur les étapes suivantes. Au cœur de cette mobilisation, aucun leader civil clairement identifié ne se détache. Les images et témoignages disponibles décrivent plutôt une dynamique collective portée par des figures ordinaires. Des jeunes sortent parmi les premiers, rapidement rejoints par des groupes de quartier, des adultes plus âgés, des anciens combattants démobilisés et des soutiens visibles du régime militaire. Chacun agit sans hiérarchie formelle, mais avec une compréhension commune de ce qui est perçu comme un enjeu vital cette nuit-là.
Cette absence de coordination officielle renforce paradoxalement la crédibilité du mouvement. Elle suggère une impulsion venue de la base plutôt qu'une mobilisation orchestrée depuis le sommet. Les civils ne cherchent pas à entraver l'action des forces de sécurité. Ils occupent un espace symbolique, montrant leur présence comme un signal de soutien explicite, tout en laissant aux autorités militaires la gestion opérationnelle de la menace. Cette posture hybride modifie la lecture classique des rapports entre population et appareils sécuritaires. Un premier exemple illustre cet impact immédiat. Des témoins décrivent des rassemblements se formant alors même que les forces de sécurité tentaient encore d'évaluer l'ampleur de la situation. Dans un autre cas rapporté, des habitants se regroupent à proximité d'axes stratégiques, non pour bloquer, mais pour rendre visible leur refus d'un renversement par la force. Cette visibilité change le statut de l'événement. Il n'est plus seulement militaire ou politique, il devient public et observable. Ce glissement a un effet concret. Toute action, toute décision devient instantanément filmée, commentée et interprétée. Le terrain se transforme en espace narratif où la perception compte autant que le contrôle matériel. En quelques heures, la rue passe du rôle de spectatrice distante à celui d'actrice assumée, créant un précédent qui pèsera sur la suite des événements. Avant cette nuit, le schéma habituel était connu. Les alertes sécuritaires se succédaient, les rumeurs circulaient, puis venaient les communiqués officiels ou les silences prolongés. Les tentatives de déstabilisation passées, qu'elles aient réussi ou non, se jouaient principalement à l'intérieur des casernes, des cercles politiques fermés ou de négociations discrètes. La population observait, commentait, s'inquiétait parfois, mais restait le plus souvent à distance temporelle et physique de l'événement lui-même. Cette nuit-là, la séquence se déclenche autrement. Des détonations sont signalées dans plusieurs zones distinctes, suffisamment éloignées pour être perçues comme autre chose qu'un incident isolé. L'information circule d'abord de manière fragmentaire. Appels téléphoniques, messages courts, vidéos instables filmées dans l'urgence. Un élément s'impose très vite. La situation n'est pas encore sous contrôle. L'incertitude domine, et c'est précisément dans cet intervalle que la dynamique bascule. Le premier mouvement vient des quartiers proches des axes considérés comme stratégiques. Des groupes se forment presque simultanément, sans coordination centrale visible. Les personnes qui sortent ne disposent pas de certitude, seulement d'une interprétation partagée. Une tentative de rupture politique est peut-être en cours. Cette lecture précède toute déclaration officielle. Elle s'appuie sur l'expérience récente du pays marquée par des changements de pouvoir rapides et souvent violents, où l'inaction a parfois été perçue comme une faute. À mesure que les minutes passent, la foule devient visible et assumée. Les rassemblements ne se contentent plus d'exister, ils prennent position. Des slogans apparaissent, des prises de parole improvisées s'enchaînent, et un message se fixe progressivement, le refus d'un renversement par la force. À ce stade, Ibrahim Traoré est explicitement nommé comme point de référence de cette opposition. Le soutien cesse d'être abstrait. Il se concentre sur sa personne, présentée comme le symbole d'une rupture déjà engagée avec l'ordre antérieur. Deux dynamiques se superposant alors. D'un côté, les forces de sécurité cherchent à contenir la menace initiale, à en mesurer l'ampleur et à prévenir une escalade armée. De l'autre, la présence civile modifie profondément l'équation. Chaque déplacement, chaque intervention devient immédiatement observable, filmé, interprété. Le terrain n'est plus seulement militaire ou politique, il devient narratif. Cette exposition augmente le coût symbolique de toute initiative perçue comme hostile au pouvoir en place. Dans les heures qui suivent, les images circulent largement et renforcent l'idée que la tentative a échoué face à une double barrière, institutionnelle et populaire.
Les discours relayés insistent sur la discipline, la vigilance et la continuité de la mobilisation. Le message adressé aux opposants potentiels est limpide. Toute nouvelle tentative rencontrera non seulement l'appareil sécuritaire, mais aussi une population prête à se montrer. Cependant, cette visibilité produit aussi des effets moins immédiats. En s'érigeant en rempart actif, la rue devient partie prenante du rapport de force. Elle ne se situe plus uniquement en aval des décisions politiques, mais en amont, comme facteur de dissuasion. Ce glissement marque la fin d'une séquence et l'ouverture d'une autre. La nuit ne se referme pas sur un simple échec apparent. Elle laisse derrière elle une configuration nouvelle où chaque action future sera relue à la lumière de ce moment précis. Le changement le plus frappant ne se mesure pas en chiffres officiels, mais dans un delta comportemental clairement observable. Avant cette nuit, la norme était celle d'une population en retrait relatif, attentive mais distante, attendant des signaux institutionnels avant de réagir. Après, on observe un basculement net. Des civils interviennent immédiatement, visiblement et sans attendre que l'incertitude se dissipe. La différence entre l'avant et l'après ne tient pas à l'intensité du danger, mais au moment choisi pour agir. Un premier indicateur qualitatif, la réduction quasi totale du délai entre la perception de la menace et la réponse collective. Là où, auparavant, plusieurs heures pouvaient s'écouler avant une mobilisation symbolique, la réaction intervient ici presque en temps réel. Cette compression temporelle transforme la rue en variable stratégique immédiate. Elle signale que l'inaction n'est plus perçue comme prudente mais comme risquée. Ce déplacement du seuil d'acceptabilité modifie profondément la logique de la sécurité politique. Un deuxième indicateur, l'élévation du risque personnel accepté par les citoyens. Sortir alors que des tirs sont encore signalés n'est pas un geste neutre. Il implique une normalisation de l'exposition individuelle au danger au nom d'un enjeu collectif. Cette évolution n'est pas mesurée par des pourcentages, mais elle est lisible dans les images, les témoignages et la répétition des comportements observés dans plusieurs quartiers distincts. Le soutien n'est plus seulement déclaratif, il devient incarné. Un troisième indicateur, la diversité sociale visible des participants. Jeunes, adultes, figures communautaires, anciens militaires démobilisés apparaissent ensemble, sans bannière unique ni structure formelle. Cette hétérogénéité réduit la probabilité d'une mobilisation strictement orchestrée et renforce l'idée d'une adhésion transversale, au moins sur le refus immédiat d'une rupture par la force. Ce point pèse lourd dans l'interprétation de l'événement, car il distingue cette séquence d'un rassemblement militant classique. Ibrahim Traoré. Ces éléments produisent un gain immédiat en capital symbolique. Être défendu publiquement alors que la situation est encore incertaine renforce l'image d'un dirigeant perçu comme aligné avec une partie significative de la population. Ce capital ne repose pas sur une annonce, un discours ou une réforme, mais sur un comportement collectif observable. Il s'agit d'un crédit politique acquis dans l'urgence et non d'un mandat formel. Mais ce gain comporte une contrepartie implicite. Plus la mobilisation est présentée comme décisive, plus l'attente de résultats concrets devient forte. Le soutien protège, mais il engage. La population qui s'expose crée une obligation de réponse, notamment sur la sécurité quotidienne et les conditions de vie. Le delta n'est donc pas seulement un avantage pour le pouvoir, il redéfinit la ligne de base à partir de laquelle toute action future sera évaluée. En résumé, la situation initiale était celle d'un pouvoir principalement jugé sur sa capacité à contrôler l'appareil sécuritaire. Après cette nuit, un paramètre supplémentaire s'impose, la capacité à maintenir une confiance active de la rue. Ce déplacement ne garantit ni stabilité durable ni consensus profond.
Il indique simplement que le centre de gravité de la légitimité s'est déplacé et que ce déplacement a un coût politique mesurable, même sans chiffres. Un argument critique apparaît dans ce contexte, avance que la mobilisation observée, aussi visible soit-elle, ne constitue pas une preuve d'adhésion durable et majoritaire. Selon cette lecture, les foules réunies reflètent avant tout un moment émotionnel intense, amplifié par la peur, l'incertitude et l'effet d'entraînement des images circulant en temps réel. Le fait que peu de voix dissidentes se soient exprimées publiquement durant cette nuit ne signifierait pas consensus, mais prudence, voire silence contraint, dans un contexte perçu comme dangereux. L'événement dirait alors beaucoup sur la dynamique d'un instant et peu sur l'opinion profonde et stable de l'ensemble du pays. Un autre argument met en lumière sur le risque institutionnel. Lorsque des civils se portent spontanément au-devant d'une menace armée pour défendre un dirigeant, la frontière entre soutien citoyen et pression politique tend à s'estomper. Dans cette perspective, la rue cesse d'être un espace d'expression pluraliste pour devenir un outil de dissuasion politique. Les critiques soulignent que cette logique peut fragiliser l'état de droit en assimilant la contestation ou la réserve à une forme d'hostilité envers la nation ou la sécurité collective. À terme, cela pourrait réduire l'espace du débat public et installer une confusion durable entre loyauté politique et sécurité nationale. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils renvoient à des dérives observées dans d'autres contextes régionaux. Toutefois, les éléments rapportés permettent une réponse nuancée. Le facteur déterminant ici n'est pas uniquement la taille ou la visibilité des rassemblements, mais leur temporalité. Le fait que des civils se mobilisent pendant que la situation reste incertaine distingue cet épisode d'une démonstration organisée a posteriori, souvent plus sûre et plus symbolique. Ce critère ne supprime pas l'hypothèse d'une instrumentalisation, mais il en réduit la portée explicative. Par ailleurs, la diversité sociale observée complique l'idée d'un noyau militant unique imposant sa lecture au reste de la société. L'hétérogénéité des participants suggère une identification plus large, même si elle peut rester circonstancielle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme le bénéficiaire d'un alignement idéologique homogène que comme le symbole provisoire d'une rupture jugée préférable à une alternative perçue comme plus risquée. Enfin, le risque de fermeture politique n'est pas mécanique. Il dépendra des choix effectués après l'événement, et notamment de la capacité à distinguer soutien exprimé dans l'urgence et pluralisme nécessaire dans la durée. Un basculement marqué par un point médian décisif de la séquence. Jusqu'ici, l'espace public jouait surtout un rôle de baromètre, parfois d'amplificateur, rarement de facteur immédiat dans le calcul du pouvoir. Cette nuit-là, il devient un acteur à part entière du rapport de force. La mobilisation populaire ne se contente plus de commenter l'autorité. Elle l'encadre, la protège et, indirectement, la contraint. Cette transformation modifie la lecture de l'événement et redéfinit les marges de manœuvre de ceux qui gouvernent. Ibrahim Traoré, l'irruption de la rue agit comme un révélateur. Être défendu publiquement sous la menace renforce sa position à court terme et consolide son image de dirigeant perçu comme aligné, avec une partie active de la population. Mais ce renforcement n'est pas un blanc-seing. Il s'accompagne d'une dette symbolique. La protection reçue dans l'urgence crée une attente durable. Chaque décision future sera relue à l'aune de cette nuit, comme si un contrat tacite avait été scellé sans négociation formelle. Ce moment redéfinit aussi la nature des tentatives de déstabilisation future. Elles ne peuvent plus se jouer uniquement dans l'ombre des casernes ou des alliances discrètes. Elles doivent désormais intégrer une variable supplémentaire, la réaction immédiate des citoyens.
Cela réduit l'espace du secret, augmente le coût politique de toute manœuvre rapide et déplace partiellement le pouvoir du contrôle institutionnel vers la capacité à maintenir une confiance active. Le cœur de la séquence n'est donc pas une victoire définitive, mais un déplacement clair du centre de gravité politique. L'État, l'effet immédiat de cette mobilisation est un renforcement visible de la position du pouvoir en place. La réaction populaire agit comme une couche supplémentaire de dissuasion face aux tentatives de rupture institutionnelle. Elle signale que toute manœuvre future devra compter non seulement avec les forces de sécurité, mais aussi avec une opinion prête à se manifester rapidement. À court terme, cette dynamique stabilise l'exécutif et réduit l'incertitude liée à une éventuelle escalade immédiate. Mais cette stabilisation a un prix, un pouvoir soutenu publiquement dans l'urgence ne peut plus invoquer uniquement l'instabilité pour expliquer l'inaction. Pour les citoyens, la conséquence est ambivalente. D'un côté, beaucoup ressentent une forme de fierté et de réappropriation du destin collectif. Ils n'ont pas attendu, ils ont agi, et cette implication directe ronde avec une posture de retrait longtemps dominante. De l'autre, cette participation normalise l'idée que la population doit se mobiliser physiquement pour protéger l'ordre politique. Le coût individuel du désengagement augmente. Choisir la prudence ou la distance peut alors être perçu comme une absence de loyauté, ce qui accroît la pression sociale sur ceux qui ne souhaitent pas s'exposer. Pour l'activité économique et les entreprises, l'impact est plus contrasté. L'échec apparent de la tentative rassure sur la continuité du pouvoir et limite l'incertitude immédiate, élément crucial pour les acteurs locaux. Toutefois, la visibilité de la tension rappelle la fragilité persistante du contexte sécuritaire. Les entrepreneurs et investisseurs observent attentivement si cette démonstration de soutien se traduira par des décisions plus prévisibles, notamment sur la sécurisation des axes, la gouvernance quotidienne et les relations extérieures. La confiance économique dépendra moins du symbole que des effets tangibles qui suivront. Au niveau régional, le signal dépasse largement les frontières nationales. Dans un Sahel marqué par des transitions militaires et des crises de légitimité récurrentes, l'image d'un dirigeant défendu spontanément par la rue pèse lourd. Ibrahim Traoré apparaît comme un cas particulier où la légitimité ne repose pas uniquement sur l'appareil coercitif, mais sur une identification populaire visible et active. Cette perception influence les calculs des acteurs voisins, étatiques ou non, qui doivent intégrer cette variable dans leurs propres analyses de stabilité et de risque. Ces quatre niveaux montrent que l'événement n'est pas clos. Il redistribue les cartes, crée des avantages immédiats et installe des contraintes nouvelles. La conséquence la plus durable pourrait être moins spectaculaire, une redéfinition silencieuse de ce que signifie gouverner sous le regard permanent de la rue. Ce regard peut protéger, mais il oblige. Il transforme chaque décision en test de cohérence entre le soutien reçu et les résultats la produits. Le premier scénario, dit de base, repose sur une lecture prudente de la séquence. Dans cette hypothèse, le pouvoir interprète la mobilisation comme un soutien conditionnel, lié à une situation exceptionnelle. La gouvernance privilégie alors la continuité et la gestion du risque avec des décisions visant à éviter toute perception de faiblesse, sans bouleversement majeur. La stabilité relative est maintenue, mais elle dépend de la capacité à produire des améliorations visibles, même modestes, sur les enjeux quotidiens de sécurité et de conditions de vie. Le capital symbolique acquis sert de bouclier et temporaire, passe de levier de transformation profonde. Un scénario optimiste, plus optimiste, suppose une lecture plus exigeante de l'événement. La nuit est comprise comme un avertissement autant que comme un soutien. Dans ce cadre, la légitimité acquise est utilisée pour élargir le dialogue et transformer une mobilisation de crise en participation plus structurée. Des espaces d'expression encadrés émergent
permettant au soutien et à la critique de coexister sans que la rue ne devienne l'unique mode d'interpellation. La réaction populaire est alors intégrée comme un signal de maturité civique, ouvrant la voie à des ajustements progressifs sur la sécurité, la transparence et la relation entre autorités et citoyens. Un scénario plus sombre, repose sur une interprétation maximaliste. La mobilisation est lue comme un chèque en blanc. Le soutien spontané devient une référence constamment invoquée pour disqualifier toute opposition ou réserve. Dans cette logique, la loyauté se transforme en obligation implicite. À moyen terme, la polarisation s'accentue et l'espace du débat se réduit. La stabilité apparente masque une fragilité accrue, car toute fissure peut provoquer une réaction disproportionnée. Le soutien initial, au lieu de renforcer durablement la cohésion, devient une source de tension latente. Ces trajectoires ne sont pas mutuellement exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister ou se succéder. Le point décisif réside moins dans l'événement lui-même que dans l'usage qui en est fait. Si la mobilisation est figée comme un mythe fondateur, elle risque de rigidifier la gouvernance. Si elle est replacée dans une chronologie et reconnue pour ce a été, elle peut servir de base à un ajustement durable. La question centrale, sur cet horizon de 6 à 12 mois, n'est donc pas de prédire une issue unique, mais de suivre les signaux. La manière dont les promesses implicites seront traduites en actes concrets dira si cette nuit restera un repère isolé ou le début d'une trajectoire plus large. Pour ceux qui vivent la situation depuis l'intérieur du pays, cette séquence agit d'abord comme un miroir. Elle renvoie à une expérience directe de l'incertitude et à une décision individuelle prise dans l'urgence. Sortir ou rester, s'exposer ou se protéger, participer ou attendre. Voir des civils se rassembler sous la menace peut susciter de la fierté, mais aussi un malaise. Jusqu'où un citoyen doit-il aller pour défendre un ordre politique? Et à partir de quel point la prudence devient-elle moralement suspecte? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles touchent à la responsabilité personnelle dans un contexte où l'inaction est parfois perçue comme un risque en soi. Pour un second groupe, plus éloigné géographiquement mais attentif à la région, l'événement sert de grille de lecture. Il interroge les formes contemporaines de légitimité au Sahel, où le soutien populaire visible semble parfois compter autant que les procédures institutionnelles. Cette lecture invite à comparer, à relativiser et à se demander si ce modèle est transposable ailleurs, ou s'il reste étroitement lié à un contexte national précis. L'image d'une rue protectrice peut impressionner, mais elle soulève aussi des interrogations sur sa durabilité et ses effets à long terme. Un troisième regard, plus pragmatique, se concentre sur les conséquences fonctionnelles. Pour ces observateurs, la question centrale n'est ni symbolique ni morale, mais concrète. Cette mobilisation réduit-elle réellement les risques futurs ou ne fait-elle que déplacer les tensions vers des formes moins visibles? Améliore-t-elle la sécurité quotidienne, la prévisibilité économique et la stabilité institutionnelle, ou crée-t-elle de nouvelles dépendances entre pouvoir et rue? À ces différents niveaux, l'épisode invite à une réflexion simple mais exigeante. Soutenir un pouvoir dans l'urgence peut renforcer la cohésion collective, mais cela crée aussi des attentes durables. Une posture possible consiste à rester attentif aux suites, à distinguer le soutien à une trajectoire du soutien inconditionnel à une figure, et à préserver un espace de questionnement. Ce n'est pas un retrait, mais une forme d'engagement lucide, fondée sur l'observation des actes plutôt que sur l'intensité d'un moment. Après un épisode aussi chargé symboliquement, une première piste consiste à clarifier le cadre. La mobilisation populaire, aussi forte soit-elle, ne peut ni remplacer les institutions,
ni se substituer aux procédures ordinaires de gouvernance. Pour éviter l'amalgame entre loyauté citoyenne et obligations politiques, il devient essentiel que les autorités rappellent publiquement cette distinction. Reconnaître le soutien exprimé dans l'urgence tout en réaffirmant la primauté des règles permet de réduire le risque de confusion durable entre sécurité nationale et alignement politique. La deuxième piste concerne la sécurité tangible. Si la sortie des civils a été motivée par la crainte d'une rupture violente, alors des signaux concrets doivent suivre. Il ne s'agit pas d'annonces spectaculaires, mais d'évolutions perceptibles. Sécurisation visible de zones sensibles, communication régulière sur les risques, réponses proportionnées aux menaces identifiées. Sans entrer dans des chiffres précis, la population doit pouvoir percevoir une différence entre l'avant et l'après de cette nuit. C'est sur ce terrain que la crédibilité d'Ibrahim Traoré sera évaluée de la manière la plus directe. Une troisième piste porte sur le dialogue. Transformer une réaction spontanée en engagement durable suppose d'ouvrir des espaces d'expression encadrés, où le soutien peut coexister avec la critique sans que la rue ne devienne l'unique mode d'interpellation. Consultations locales, relais communautaires ou mécanismes de remontée d'informations peuvent canaliser l'énergie observée et réduire la pression sur l'espace public comme lieu de confrontation permanente. Enfin, la gestion du récit constitue un enjeu central. L'événement ne peut rester figé comme un mythe fondateur constamment invoqué. Il doit être replacé dans une chronologie reconnue pour ce qu'il a été, puis dépassé. Continuer à s'y référer sans cesse risquerait d'en épuiser la force et de rigidifier la relation entre pouvoir et citoyen. À moyen terme, l'essentiel sera l'évaluation, même qualitative, des effets produits. C'est cette lecture dans la durée qui déterminera si le soutien initial se transforme en confiance stable ou se dissoute progressivement. Le motif récurrent dans ce récit est, en filigrane et simple, des personnes ordinaires sorties sans consigne, guidées par une conviction plutôt que par un plan. Plus tôt, les rassemblements improvisés avaient montré une rue qui refusait de se retirer. Ici, ce même geste prend une portée plus large. Il ne s'agit pas d'héroïsme spectaculaire, mais d'un choix collectif fait dans l'incertitude, au moment précis où l'ordre semblait vaciller. Ce choix a donné un sens immédiat à l'événement, bien au-delà des coups de feu eux-mêmes. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré est devenu à cet instant le symbole condensé de cette décision. Non pas une figure figée, mais une projection, rester debout quand l'ordre vacille, refuser le retour à un schéma jugé plus dangereux, assumer une part de risque partagé. Mais un symbole n'est jamais immobile, il vit de ce qu'il permet ensuite. La fidélité exprimée cette nuit-là n'était pas une conclusion mais une ouverture, presque une phrase inachevée. Elle disait: «Nous sommes là, mais rien n'est acquis». C'est là que la charge émotionnelle rejoint la responsabilité politique. Être soutenu dans l'urgence crée une obligation qui dépasse le moment. Chaque décision ultérieure est relue à l'aune de cette nuit, comme si un contrat tacite avait été scellé sans signature ni débat formel. La protection reçue ne garantit pas l'indulgence future. Elle renforce au contraire l'exigence de cohérence entre parole et acte. Le rappel le plus fort n'est donc pas celui de la peur, mais celui de l'engagement partagé. Quand la rue s'implique ainsi, elle ne délègue pas entièrement son avenir, elle le met en jeu. Ce moment appelle moins une célébration permanente qu'une mémoire active capable de rappeler pourquoi le soutien a émergé et ce qu'il exige en retour. Le soutien protège, mais il engage. Ce récit ne se ferme pas, avec une conclusion tranchée. Il se prolonge dans les mois qui suivent, dans les décisions prises, dans les ajustements visibles ou absents, et dans la manière dont chacun interprète les signes à venir. L'épisode observé n'impose pas une lecture unique, il invite plutôt à une vigilance partagée.
Quand un pouvoir est défendu dans l'urgence, la question essentielle n'est pas seulement celle de sa survie immédiate, mais de sa capacité à protéger en retour, de manière durable et tangible. Pour certains, suivre cette trajectoire consiste à comparer les promesses implicites aux actes concrets. Pour d'autres, il s'agit de distinguer le soutien critique de l'adhésion aveugle sans confondre loyauté et silence. Dans tous les cas, l'attention portée aux évolutions quotidiennes, parfois modestes, devient une forme d'engagement en soi. Observer, questionner, mettre en perspective ne sont pas des postures neutres. Elles participent à la construction d'un lien plus exigeant entre pouvoir et citoyen. La figure d'Ibrahim Traoré, telle qu'elle a émergé cette nuit-là, concentre ces tensions. Elle cristallise à la fois une attente de protection, une aspiration à la souveraineté et une exigence de résultat. Mais aucune figure ne peut porter seule ce poids sans contrepartie. La légitimité qui s'appuie sur la rue reste vivante tant qu'elle accepte d'être interrogée. Elle se fragilise lorsqu'elle se fige. La question finale reste volontairement ouverte, car elle dépasse ce cas précis. Quand un peuple se lève pour protéger un pouvoir, comment s'assure-t-il que ce pouvoir continue ensuite à le protéger à son tour? C'est dans la durée et dans la capacité à maintenir cet échange sans renoncer au doute que se jouera la véritable portée de cette nuit.